Allez. Bon, un mot pour revenir sur la situation de la semaine. On est effectivement dans une semaine un peu particulière où, après avoir vu la majorité présidentielle partir complètement en déliquescence, et maintenant on assiste en direct à l'explosion de la majorité parlementaire. C'était le cas mardi avec le vote sur les retraites. 63 députés de gauche qui n'ont pas voté le texte, dont 17 socialistes. Mercredi, lorsque j'interroge le Premier ministre sur cette affaire dite Leonarda, on a un Premier ministre qui n'exclut pas le retour de toute la famille sur le territoire national. Bon, moyen pour lui de mettre un tacle à son ministre de l'Intérieur. On a eu ensuite les déclarations des uns et des autres avec le président de notre Assemblée qui en appelle aux valeurs de gauche contre les valeurs de la République. On a eu également les déclarations de M. Peillon, Duflot, enfin tous ils sont allés de leur couplet à la sortie du Conseil des ministres pour se payer un de leurs collègues. Qui est de position très fragilisée. On a un président de la République qui était dans une attitude, j'ai qualifié d'affligeante, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de la décrire, c'est-à-dire un président qui met un genou, le président de la République qui met un genou à terre devant une enfant de 15 ans en essayant de trouver quelque chose qui ne tient ni sur le plan du droit ni sur le plan des politiques. C'est irresponsable dans les deux cas de figure. Et puis ça continue. Ça continue. Ce matin, c'est Europe Écologie Les Verts qui appelle les lycéens à se mobiliser dans la rue. C'est Harlem Désir qui se fait huer et interdit de parole en réunion de groupe au PS. Je crois qu'on en est à un point où maintenant Jean-Marc Ayrault doit nous dire quelle est sa majorité. Est-ce que Jean-Marc Ayrault a encore une majorité parlementaire? Il doit poser la question de confiance au gouvernement de façon à pouvoir, le cas échéant, se relégitimer dans sa propre majorité. Ben oui, écoutez, quand on en arrive dans cette situation en une semaine, 67 députés de gauche qui refusent de voter le texte sur les retraites, dont 17 au PS, le Premier ministre dont l'obsession, on l'a bien vu lorsque je pose la question mercredi, il peut faire une réponse en droit, mais son obsession c'est de mettre un tacle à son ministre de l'Intérieur. Dans la foulée, c'est celui de l'Éducation nationale, ou même le questeur de l'Assemblée, M. Roman, qui parle de rafle. Enfin, il faut voir le vocabulaire qui sont engagés. Ce matin même, Europe Écologie Les Verts qui appelle les lycéens à aller dans la rue, et Harlem Désir qui interdit de parole au groupe parlementaire du PS. La majorité parlementaire explose, vole en éclats, et soit le Premier ministre est sûr de sa légitimité, et à ce moment-là, eh bien, il demande un vote de confiance, et sinon on sera fixé aussi. Mais je posais la question de sa légitimité parlementaire la semaine dernière, et aujourd'hui elle se pose clairement. Est-ce qu'il y a encore une majorité pour soutenir le Premier ministre? Sur les régulations du système d'espionnage de la NSA, est-ce que vous jugez que le gouvernement a eu la réponse appropriée, ou qu'il s'est un peu caché derrière son petit doigt et qu'en fait on dit qu'il était au courant depuis très longtemps de ce qui se passe? Je crois qu'on est sur la xème tentative de diversion, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce qui s'est passé n'est pas quelque chose de grave, et sur lesquels les Américains doivent s'expliquer clairement, bien évidemment. Simplement, cette affaire, elle est connue déjà depuis longtemps, hein, puisque ça fait plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, que c'était évoqué dans la presse, mais là, on est clairement, regardez comment, dans ce moment de vent de panique, on essaye de trouver une opération de diversion, de la même façon que ce qui s'est passé ce week-end avec les déclarations de Hollande, qui a repris ses habits de premier secrétaire du PS et qui cherchait la motion de synthèse. Sauf que la motion de synthèse, lorsqu'on est président de la République, elle n'existe pas. La motion de synthèse, c'est la loi, le respect de la loi et l'application de la loi. Monsieur Jacques,
Il semblerait que le gouvernement envisage éventuellement un débat autour du droit d'asile après les élections municipales. Si ça se vérifiait, qu'est-ce que ça peut dire? C'est comme pour le droit de vote des étrangers, c'est après les élections municipales. Pourquoi ils ne le portent pas aujourd'hui? Parce que là aussi, ils sont incapables de porter ce débat dans leur majorité. Le sujet, c'est qu'il n'y a plus de majorité parlementaire sur ces sujets. Il n'existe plus, la majorité parlementaire. Et on voit bien la fragilité, vous savez, l'occasion d'un débat hier soir, tard, sur une chaîne de télé, avec, entre autres, M. Le Guen et Mme Eva Joly, il n'y a plus de majorité parlementaire. Et ce sera un débat utile, néanmoins? Moi, je pense qu'il faut réformer le droit d'asile. Nous sommes dans un système aujourd'hui, tout en conservant les valeurs traditionnelles d'asile qui sont celles de la France, mais le fait de pouvoir détourner ainsi le droit et faire en sorte que cette famille, pour ne citer qu'elle, en soit à 7 demandes d'asile, et qu'à partir du moment où vous avez le récépissé d'une demande d'asile, ça vous donne la possibilité de scolariser vos enfants, et quand un enfant est scolarisé pendant 3 années, à partir de ce moment-là, la famille n'est plus expulsable, on voit bien qu'on a un détournement du droit d'asile. Mais pourquoi le faire après les municipales? Parce qu'il n'y a plus de majorité parlementaire. Ce sujet est terminé. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre doit retrouver sa légitimité et donc demander le vote de confiance au Parlement. Et sur le droit du sol, vous avez dans la réflexion à l'unité. Sur les enfants de clandestins, vous aviez avancé quelque chose. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Et l'objectif pour nous est d'être prêts au printemps. Vous savez, le temps de l'opposition, ça sert aussi à cela, et donc de retravailler sur une doctrine, sur tous ces sujets de l'immigration, mais avec trois volets. On a un premier volet qui est celui de l'attractivité sociale. On en a un deuxième qu'on peut appeler les fondamentaux de notre politique d'immigration, et puis un troisième volet européen, notamment sur Schengen. Donc on sera prêt pour le printemps prochain. Avant les élections ou après les élections? Avant les élections européennes, de toute façon. Sur les enfants de parents clandestins, vous dit quelque chose là-dessus? Oui, ça fait partie d'un sujet. Vous savez qu'aujourd'hui, des enfants de parents en situation irrégulière peuvent acquérir de droit à la nationalité française à partir du moment où ils ont résidé pendant 5 ans entre leur 11e et leur 18e anniversaire. C'est ça la situation du droit. Dans les pistes sur lesquelles nous pouvons réfléchir, il en est une qui peut consister à dire pourquoi est-ce qu'ils n'en feraient pas expressément la manifestation, c'est-à-dire de demander la nationalité à partir du moment où ils sont nés de 2 parents en situation irrégulière sur le sol français. Mais il y a beaucoup d'autres sujets qu'on peut évoquer. C'est pour ça qu'on a souhaité se donner du temps, mettre des groupes de travail et être capable de sortir des propositions voilà, dans les 4-5 mois qui viennent. Qui va piloter un peu ces... On le lance au groupe, là, on va voir. Bon, on vient de le décider là. Donc, on a 5-6 mois de travail dessus. Bon. C'est bon? Oui, pardon. Sur le budget, bien sûr, je vais contre. Oui. Je vous confirme. Non, mais rapidement, quelle leçon finalement vous tirez par la tâche fiscale? À part, c'est quand même ça l'essentiel, c'est-à-dire qu'aucune réforme de structure, un matraquage fiscal sans précédent, à la fois sur les familles et sur les entreprises, qui nous met en situation de grande difficulté. Vous savez, les plans sociaux qui sont en train d'arriver en ce moment, il y a un vrai sujet de compétitivité de nos entreprises et de pouvoir d'achat. Et donc, en continuant à mettre de l'impôt, à ne pas faire de réforme de structure, et donc à ne pas réduire les déficits sur la ligne qui était prévue, fait qu'on augmente le coût du travail et on baisse le salaire net. C'est encore l'exemple de la réforme des retraites, qui se traduit par une baisse du salaire net et une augmentation du coût du travail. Quelle est votre position sur l'écotaxe dont certains demandent la suppression, d'autres un moratoire? Moi, je pense qu'il n'est absolument pas ni raisonnable ni sérieux de mettre en application l'écotaxe aujourd'hui. Elle
il n'avait pas du tout été prévu d'abord dans un autre contexte. Il n'a absolument pas été prévu de cette manière-là. Et là, on est parti sur un système forfaitaire qui n'est pas accompagné de baisse de charge, puisque lorsqu'on l'avait imaginé, il était accompagné en même temps par la TVA compétitivité, donc il y avait aussi une baisse du coût du travail, et puis un système de répercussion et qui favorisait les circuits routiers qui n'étaient pas écotaxés, je pense aux autoroutes ou à d'autres. Donc là, on a changé le système, il n'y a aucune contrepartie, ça arrive comme un impôt supplémentaire.